En fait, cette question du temps, elle est très complexe parce que, d'une part, quand on observe l'évolution des systèmes macroscopiques, eh bien, la plupart du temps, ces systèmes subissent ou évoluent selon des processus qui sont irréversibles. C'est-à-dire que quand une lampe se brise au sol, comme c'est le cas ici, eh bien, on ne voit jamais le processus opposé, c'est-à-dire les débris qui se rassemblent pour reformer une lampe fonctionnelle. De même que la diffusion d'une goutte d'encre ici, donc ici on fait tomber une petite goutte d'encre dans l'eau, et puis on voit les étapes successives où cette goutte d'encre s'étend, diffuse dans l'eau, diffuse de plus en plus, et finalement s'homogénéise complètement avec l'eau du récipient. Eh bien, la séquence inverse n'est jamais observée. On ne voit jamais une séquence qui va du mélange complètement uniforme vers ensuite un mélange plus séparé, encore plus séparé, et puis la goutte qui remonte au stylo qui vient de la faire couler dedans. Donc, ces phénomènes-là, donc ces phénomènes qui remonteraient le temps, on peut les voir si évidemment on a filmé le phénomène et qu'on repasse le film en arrière, mais on ne les verra jamais dans la réalité se développer. Or, il y a un problème, et je dirais même que le problème que je mentionne ici n'est qu'une partie du problème, c'est que si on suppose, ce qui est le cas, que les corps macroscopiques sont constitués d'atomes, de molécules, ou même parfois de particules élémentaires microscopiques, en fait, ces particules microscopiques qui constituent le système macroscopique, qui constituent le grand système macroscopique, eh bien, ces particules évoluent au cours du temps, elles interagissent les unes avec les autres, elles subissent les forces qui viennent de l'extérieur au corps aussi, en plus. Et donc, et en plus de ça, eh bien, les mouvements qui sont obtenus par ces interactions multiples sont complètement réversibles dans le temps. C'est-à-dire que si vous regardez cet ensemble d'atomes, mettons, les petites flèches là représentent la vitesse en direction et en valeur, hein, plus la flèche est longue, plus la particule se déplace rapidement dans la direction indiquée, ici. Et si, à un moment donné, on inverse tous les vecteurs vitesse, toutes les flèches, on les inverse exactement, donc ici comme ça, ici par là, ici comme ceci, eh bien, on va voir une évolution de ce système qui sera l'évolution qu'on aurait eue si on avait inversé le film qui représente ce processus. Donc, en réalité, et cela se voit mathématiquement, mais ça je ne vais pas l'aborder ici, dans la structure des équations du mouvement, hein, par exemple les équations de Newton, F égale ma, hein, qui décrivent toutes les interactions et toutes les forces extérieures que peuvent subir ces particules et qui les font se mouvoir sous l'effet des accélérations qui sont dues à ces forces, ou l'équation de Schrödinger, si on suppose que ces particules sont des particules quantiques, toutes ces équations sont réversibles dans le temps. Elles décrivent des phénomènes réversibles dans le temps. Alors, comment rendre compatible le fait que si on décrit un corps
comme ceux que vous voyez autour de vous, d'une manière macroscopique, c'est-à-dire comme nous les voyons, nous, avec nos yeux, ou bien si on décrit ce même corps en décrivant les constituants microscopiques qui le constituent, eh bien on obtient deux types de descriptions. L'une, des phénomènes qui ont l'air irréversibles, la lampe qui se brise, d'autre part, des phénomènes qui sont parfaitement réversibles. Donc, on a deux descriptions pour l'évolution d'un même corps, sont-elles compatibles? En fait, ce paradoxe porte un nom, il s'appelle le paradoxe de Loschmidt. Il a été tout de suite remarqué par les fondateurs de la mécanique statistique, comme Boltzmann par exemple. Tout de suite, au XIXe siècle, ceux qui ont fondé cette mécanique statistique qui décrit le comportement des corps macroscopiques à partir de leurs constituants microscopiques, et on l'appelle statistique, cette mécanique-là, parce que le nombre d'atomes qui constituent un corps macroscopique comme vous en avez autour de vous, ce nombre est gigantesque. Donc c'est de l'ordre de 10 à l'exposant 23 atomes en général, donc des multiples de ça. Et donc il est évidemment impossible de connaître parfaitement les positions, les vitesses de chacun des atomes parmi les 10 puissance 23 qui constituent ce système. Et donc, en général, on doit se baser sur faire des calculs qui sont probabilistes. Hein, dire que, en fait, les particules ont telle et telle probabilité d'avoir telle position et telle vitesse. Et donc, des éléments de probabilité, de statistique s'introduisent. C'est pour ça qu'on parle de mécanique statistique. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les deux descriptions du même système sont très différentes. La description microscopique, comme je viens de le dire, implique un nombre gigantesque de variables. Il est même impensable d'écrire toutes les équations qui décrivent le mouvement de ces 10 puissance 23 particules. Donc, cette description-là est absolument intraitable. D'autre part, la description macroscopique du même système fait appel à un nombre réduit de variables, très réduit. Par rapport au nombre 10 puissance 23, on aura au maximum une dizaine de variables, comme la densité locale du corps. Un corps peut être plus dense à certains endroits, moins dense à d'autres. La pression locale, la température locale, parce qu'un corps macroscopique peut être plus chaud à un certain endroit, enfin, avoir une température plus élevée à un certain endroit qu'à d'autres endroits, et quelques autres variables du même genre, mais dans un nombre extrêmement raisonnable, et les équations qui régissent comment se comportent ces variables-là au cours du temps et dans l'espace sont en nombre très réduit, comparé au nombre gigantesque d'équations qu'il faudrait. Si on voulait écrire toutes les équations F égale ma pour les 10 puissance 23 particules, ici, eh bien, en fait, disons qu'on aurait un problème complètement intraitable. Donc, en fait, la description macroscopique, puisqu'elle se fait avec un nombre plus petit de variables que la description microscopique, est moins précise. Ça, c'est normal. C'est-à-dire qu'on fait une description macroscopique où on travaille à une échelle de résolution plus grossière, où la description mathématique fait la même chose que votre œil, c'est-à-dire votre œil ne voit pas les atomes, la description mathématique ne les voit pas non plus, mais elle est déduite, cette description-là, de l'échelle plus fine microscopique qui
préexiste à la description macroscopique. Donc, on travaille avec un nombre réduit de variables. En fait, c'est cette réduction du nombre de variables, le fait qu'on travaille à une échelle plus grossière, qui permet, et je ne l'ai pas écrit ici, qui permet de faire, je vais revenir d'ailleurs en arrière, qui permet de montrer que certains phénomènes émergent, sont émergents, lorsque on passe d'une échelle fine à une échelle plus grossière. Par exemple, si vous voulez étudier l'écoulement d'un fluide, hein, l'écoulement dans une canalisation ou dans une rivière, lorsque vous regardez ce fluide à l'échelle macroscopique, vous voyez un mouvement d'ensemble, macroscopique, qui est décrit par ce qu'on appelle un champ de vitesse, un champ de vitesse qui varie d'un point à l'autre du fluide. Il peut y avoir des tourbillons, il peut y avoir donc le champ, la vitesse n'est pas la même à tout endroit de la rivière. Et donc, mais par contre, si vous regardez avec un microscope beaucoup plus puissant une portion de cette rivière, vous allez constater jusqu'au point où vous voyez les molécules d'eau qui, séparément, vous allez constituer que ces molécules d'eau, à l'intérieur de ce volume, ont un mouvement absolument désordonné. Elles se collisionnent dans tous les sens, etc. Et donc, si vous regardiez uniquement avec un tel microscope une rivière qui s'écoule, vous ne verriez pas le comportement d'ensemble que j'appelle, et qu'on appelle émergent, qui ne peut se voir que justement en passant à cette échelle plus grossière d'observation. Et ces phénomènes émergents font apparaître des quantités qui n'existent pas au niveau microscopique. Par exemple, la densité, la pression et la température n'existent pas au niveau d'une particule, d'un atome. Ce sont des grandeurs, densité, pression, température et d'autres encore, du même type, grandeurs thermodynamiques comme on les appelle, qui n'existent que pour des collectivités très grandes de particules sur lesquelles on peut faire des moyennes statistiques et qui permettent, si vous voulez, de passer d'une description minutieuse particule par particule à une description moyenne plus grossière. Bien. Maintenant, qu'y a-t-il de commun entre ces deux descriptions? Il y a quand même des choses communes. Il y a un principe qui est partagé par les deux descriptions. Dans les deux descriptions, la notion d'énergie joue un rôle important. Et dans les deux descriptions, l'énergie totale est toujours constante dans le temps pour un système. Pour un système et son environnement. Et donc, l'énergie, et ça c'est ce qu'on appelle le premier principe de la thermodynamique, qui est aussi le premier principe de la physique, je dirais pratiquement, c'est que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, elle ne peut que se transformer, changer de forme. Alors, il y a différentes formes de l'énergie. Il y a l'énergie cinétique d'un corps en mouvement, vous savez très bien ce que c'est une énergie qui est liée à la vitesse et à la masse du corps qui se déplace. Il y a l'énergie potentielle d'un corps, par exemple, qui est soulevé au-dessus du sol et qui, potentiellement, a une énergie qui, lorsqu'on le lâchera, se retransformera en énergie de mouvement, en énergie cinétique. Donc, ça, c'est une subdivision de la notion d'énergie qui est transversale à toute la physique. Et il y a des formes d'énergie plus spécifiques, comme par exemple l'énergie électrique, que vous connaissez tous, puisque vous l'utilisez, l'énergie lumineuse, le soleil
nous envoie par exemple de l'énergie lumineuse qui nous chauffe, qui peut être transformée en énergie électrique par des panneaux photovoltaïques. De même que l'énergie cinétique de mouvement donc, de l'air, le vent, peut être transformée en énergie électrique via des éoliennes ou via d'autres, disons, procédés qui sont similaires. On a l'énergie chimique. L'énergie chimique, c'est-à-dire l'énergie qui est libérée lors de réactions chimiques entre différents types de molécules et qui est utilisée pour faire des batteries. C'est-à-dire cette énergie, les batteries sont remplies de solutions de différents réactifs chimiques qui, une fois que leurs réactions se feront, libéreront de l'énergie électrique. Et donc on voit que l'énergie chimique qui est stockée dans les molécules peut se transformer en énergie électrique utilisable pour faire fonctionner des moteurs par exemple. Et il y a une forme d'énergie qui, elle, se trouve en réalité dans pratiquement toutes ces transformations-ci. Je ne l'ai pas mentionné, mais en général, on va, en plus de l'énergie électrique, dans une éolienne, on va constater que cette éolienne s'échauffe. Le rotor, tous les parties qui tournent les unes sur les autres s'échauffent parce qu'il y a des frottements. Donc en général, c'est énergie électrique plus chaleur. De même que pour les panneaux photovoltaïques, on a de l'énergie lumineuse qui arrive sur le panneau photovoltaïque, qui va donner de l'énergie électrique plus chaleur. Et de même, pour des radiateurs électriques, par exemple, qui transforment entièrement, dans ce cas-ci, l'énergie électrique en chaleur, ou bien l'expérience que vous connaissez tous lorsque vous faites bouillir de l'eau dans un récipient, vous donnez de la chaleur par en dessous du récipient et vous voyez au bout d'un certain moment des mouvements des cellules de convection, des mouvements macroscopiques de l'eau qui se déclenchent et donc là on voit que la chaleur peut se transformer en énergie mécanique, c'est-à-dire l'énergie de mouvement de l'eau, plus un excédent de chaleur qui, évidemment, autour de la casserole, eh bien, l'air est chauffé, etc. Un autre exemple, c'est celui des freins, de voitures, de vélos, d'avions, de trains, etc. Là, en fait, on a un dispositif qui permet de transformer complètement l'énergie de mouvement, donc l'énergie cinétique du véhicule, en chaleur, puisque à un moment donné, ce véhicule s'arrête et donc n'a plus d'énergie cinétique. Toute l'énergie s'est transformée en chaleur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la quantité de chaleur qui a été dissipée ici est égale à la quantité d'énergie cinétique que la voiture avait au départ, au moment où elle a commencé à freiner. Ça, c'est la conservation de l'énergie. Maintenant, toutes les formes d'énergie, sauf la chaleur, peuvent se transformer les unes en les autres à 100%. Ça n'est pas le cas de la chaleur qui, elle, ne peut pas être retransformée en énergie électrique, en énergie chimique ou en énergie, en énergie nucléaire. Je n'ai pas parlé d'énergie nucléaire. Toutes les formes d'énergie peuvent se transformer les unes en les autres à 100%. Ça veut dire que, théoriquement, si on est capable de construire une machine pour faire cette transformation qui évite tous les frottements, donc théoriquement on peut imaginer à la limite une machine qui élimine tous les types de frottements et toutes les causes de dissipation d'énergie, on pourra transformer de l'énergie nucléaire en énergie électrique à
à 100%, de l'énergie électrique en énergie cinétique à 100%, etc. Par contre, pour la chaleur, il y a une limite théorique. Il y a une limite théorique au pourcentage de chaleur, de la quantité de chaleur présente dans un dispositif pour qu'il se transforme en une autre forme d'énergie. Et donc, cette constatation qui a été au début de la thermodynamique et de la notion d'entropie, qui est la notion pour laquelle je suis en train de vous préparer. C'est en fait Sadi Carnot qui, en 1824, constatant que dans les essais en laboratoire, on n'arrivait pas à transformer complètement la chaleur en travail mécanique, en énergie mécanique, s'est posé la question de savoir ce qui se passait. Donc en fait, comment est-ce qu'on schématise ce genre de choses? On a une chaudière, mettons ici, hein, donc une machine à vapeur. Prenons le cas d'une machine à vapeur. La chaudière alimentée par du charbon, etc., produit de la chaleur. La chaleur, en général, on dénote par la lettre Q. Donc, voilà, Q2, ici, c'est la chaleur fournie par la chaudière au dispositif. Hein, mettons une locomotive. Cette chaleur est à une température qu'on va appeler T2, mettons. Le rectangle en pointillé représente la machine qui a pour but de transformer cette chaleur en travail mécanique, c'est-à-dire en mouvement qui fait tourner des roues. Et donc cette machine produit effectivement du travail mécanique, W, ici, mais elle produira toujours, elle rejettera toujours dans l'air et dans la locomotive une quantité Q1 de chaleur qui n'a pas été utilisée pour faire du travail. C'est un résidu. Ce résidu, en fait, Carnot a montré que ce résidu-là est irréductible. Et en fait, ce résidu Q1 est toujours supérieur à 0, et il a même calculé quelle était la limite, le rendement maximum qu'on peut espérer obtenir en fournissant de la chaleur Q2 et en obtenant de cette chaleur du travail. Hein, W, ici, eh bien, le rendement, c'est en fait le rapport de W à Q2, hein, ça donne la proportion de travail obtenu par rapport à la chaleur fournie, et ce travail dépend entièrement des températures T1 et T2, de la T2 est la température de la chaudière, T1 étant la température de l'air autour de la locomotive et de la locomotive en général, disons. Et si T1 et T2 sont égales, alors carrément, on ne produit aucun travail. W est nul. Et si T1 et T2 ne sont pas égaux, et en général, donc, la température de la chaudière est supérieure à la température de l'air, hein, T2 est supérieur à T1, eh bien, le rendement obtenu, W sur Q2, dépend entièrement que de cette température. C'est le rendement maximum espérable. D'accord ? Donc, même si on perfectionne les machines, on ne pourra pas dépasser ce rendement. Et ça, c'est une manifestation du fait que la chaleur ne peut pas, contrairement aux autres formes d'énergie, se retransformer complètement en autre type d'énergie. C'est pour ça que, généralement, on appelle les autres énergies des énergies libres, et pour la différencier de l'énergie chaleur, qui, à part ça, partage toutes les mêmes propriétés que les autres formes d'énergie, à part ceci, elles se mesurent dans les mêmes unités. Hein, les énergies en général en physique se mesurent en joules, et la chaleur aussi.
même si on utilise parfois des calories, mais c'est une unité dérivée. Du coup, voyant que la chaleur a une propriété différente, Clausius s'est posé la question, donc la chaleur semble être une forme dégradée d'énergie, d'accord, puisqu'elle ne possède pas toutes les caractéristiques des autres formes d'énergie. Et Clausius a constaté en 1850 que une nouvelle quantité, qu'il a appelée entropie, semblait avoir un comportement qui est lié au fait que la chaleur est une forme d'énergie dégradée. Cette entropie, c'est essentiellement, comme Clausius l'a défini, c'est la quantité de chaleur fournie divisée par la température absolue à laquelle se passe le processus. Température absolue, ça veut dire que les températures ne sont pas mesurées en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit, mais par rapport au zéro absolu, donc qui est à moins 273 degrés centigrades, et donc c'est mesuré en degrés Kelvin, le zéro étant ce moins 273. Donc, il a constaté que s'il définit l'entropie comme le rapport de la chaleur à la température absolue où se fait le processus de transformation, eh bien, la chaleur, quand le système produit de la chaleur, par exemple par friction ou autre processus dissipatif, donc il dissipe de l'énergie sous forme de chaleur, eh bien l'entropie qu'il a définie là augmente. Donc en fait, on voit que cette notion d'entropie a un lien avec le fait que la chaleur est une forme d'énergie qui se dégrade. Et Clausius en a déduit, après avoir vérifié sur beaucoup d'expériences et, disons, avoir vérifié la cohérence de ce principe, il en a déduit un nouveau principe qu'on appelle second principe de la thermodynamique, hein, le premier étant celui de la conservation de l'énergie, que l'entropie de tout système qui est complètement isolé du monde extérieur ne peut que augmenter ou rester constante. Donc cette grandeur, S, ne peut que augmenter ou rester constante. Je parle de système isolé. En fait, en physique, on considère que des corps peuvent être isolés, fermés ou ouverts. Un système isolé, c'est un système qui est un corps ou un ensemble de corps qui n'échange ni énergie ni chaleur avec le monde extérieur. Par exemple, le café dans une bouteille thermos idéale, donc parfaitement isolante. Ce café est un système isolé. Okay. Un système fermé, c'est un système qui peut échanger de l'énergie avec le monde qui l'entoure, mais pas de la matière. Et ça, c'est l'exemple, c'est un café dans une tasse. Là, il y a une surface libre, et le café peut échanger de la vapeur, de la matière donc, avec, hein, c'est de l'eau qui passe sous forme gaz, et de l'énergie aussi, de la chaleur, qui va dans le monde extérieur, autour de la tasse. Et puis, on a des systèmes ouverts qui peuvent échanger énergie et matière avec le monde extérieur. Et là, les exemples, ce sont... on a une série d'exemples ici. Par exemple, un tourbillon dans l'eau.
Un tourbillon dans l'eau, c'est une structure que vous pouvez voir macroscopiquement, mais qui n'est jamais constituée des mêmes molécules. Donc il y a un flux constant de matière, de l'eau, enfin si c'est un tourbillon dans de l'eau, dans une rivière, et un flux constant d'énergie cinétique amené par ces molécules d'eau, d'accord, qui font apparaître le tourbillon, un nuage, la même chose, et un organisme vivant, c'est-à-dire aussi nous, nous sommes des systèmes, du point de vue de la physique, qui sont des systèmes ouverts. Donc on ajoute le second principe aux lois de la physique. Et on ajoute cette notion d'entropie par rapport aux autres lois qui décrivent le mouvement, comme la loi de Newton, ou les équations qui décrivent les mouvements des fluides et des solides, ou des gaz. On ajoute le second principe. Donc ce second principe, je rappelle, dit que l'entropie, dans un processus concernant un système parfaitement isolé, hein, donc comme le café dans la bouteille thermos, ne peut qu'augmenter ou rester constante, c'est-à-dire qu'après avoir augmenté, elle atteint un palier et elle reste constante à cette valeur-là. Lorsque le corps est arrivé à ce palier, généralement, plus rien ne se passe dans ce corps. Il n'y a plus, l'état devient stationnaire dans le temps et le système devient complètement homogénéisé. Un exemple ici, c'est le cas d'un bloc ici, mettons, un bloc solide, de matière solide à une température qu'on a appelée TH, c'est-à-dire high, température élevée en anglais, ok, qu'on met en contact avec un autre bloc qui est à une température basse, low, L, low, ok. Au départ, ils ont été préparés séparément, l'un à la température élevée, TH, l'autre à la température TL, et puis on les a collés l'un à l'autre, on les a mis l'un sur l'autre, et donc ils peuvent commencer à interagir, les particules qui constituent les blocs, sur la phase de contact ici, vont interagir avec les particules qui se trouvent juste à la phase de contact de l'autre bloc. Et donc, il va se passer la chose suivante, qu'on observe toujours, c'est que la température du bloc, qui avait une température élevée, TH, va diminuer, et la température du bloc inférieur va augmenter jusqu'au moment où les deux températures s'égalisent à une température qu'on va appeler température moyenne entre les deux, entre TH et TL, et à ce moment-là, plus rien ne va se passer. Si les deux blocs sont bien isolés du restant du monde extérieur, en tout cas, il faut que tout ça soit dans une enceinte où les deux blocs sont isolés du monde extérieur, on peut faire ce genre d'expérience. Plus rien ne va se passer, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pour faire augmenter la température du deuxième bloc ici, il a fallu que de la chaleur passe du corps du bloc supérieur, ici, vers le bloc inférieur, et donc la chaleur est passée du corps le plus chaud au corps le plus froid, et une fois que les températures se sont égalisées, ce flux de chaleur s'est arrêté. Et on dit que les deux corps sont arrivés à l'équilibre. Ils sont à l'équilibre l'un par rapport à l'autre, équilibre thermique, et ils sont aussi, disons, dans un état stationnaire qui ne va plus évoluer au cours du temps si rien n'intervient en plus. L'exemple de la goutte d'eau tout à l'heure qu'on avait jetée dans l'encre est un exemple tout à fait similaire. En fait, l'exemple de la goutte d'eau précédente montre aussi un phénomène d'uniformisation qui se passe, hein, où on a au départ une goutte d'eau bien
individualisée, elle tombe dans l'eau, elle commence à se déformer, elle diffuse en fait dans l'eau, elle se mélange de plus en plus à l'eau, et finalement, on ne peut plus individualiser l'encre, la séparer, si vous voulez, de l'eau. On a un mélange complètement uniforme. Il y a eu un processus d'uniformisation en concentration ici, alors que dans les blocs avec les deux températures, il y a eu un processus d'uniformisation en température. Okay. Donc, alors, en fait, ceci montre que les processus irréversibles que subissent les corps macroscopiques, parce que les deux exemples que j'ai donnés sont des processus irréversibles, on ne verra jamais le contraire se passer. On ne verra jamais un corps plus chaud et un corps plus froid en contact, voir le corps le plus chaud devenir encore plus chaud et le corps le plus froid devenir encore plus froid, avec un flux de chaleur qui passerait du corps le plus froid vers le corps le plus chaud. Ça n'est jamais observé. Donc, les processus irréversibles mènent toujours à l'uniformisation. En fait, qu'est-ce que c'est que l'uniformisation? C'est une disparition de structure dans le système. D'accord? Quand un système est non uniforme, en température ou en concentration, par exemple, imaginez dans l'eau, on a mis de l'encre d'un côté, et puis on a rajouté, en essayant de ne pas mélanger les choses, de l'eau de l'autre côté. Okay. Et donc on a sur la partie gauche de l'aquarium beaucoup plus d'encre, la partie droite beaucoup plus d'eau. Et supposons même qu'on chauffe la partie gauche où il y a l'encre plus que la partie droite, en chauffant par en dessous avec un bec bunzen. Eh bien en fait le mélange qui se trouve dans cet aquarium est structuré. Je peux dire que les molécules d'encre se trouvent dans le compartiment de gauche, plus du côté gauche. Les molécules d'eau sont plus du côté droit. La température du côté gauche est plus élevée que du côté droit. Et donc, comme la température en fait reflète le degré d'agitation des particules microscopiques qui constituent un corps, eh bien, ça veut dire que du côté gauche, là où il y a l'encre, les particules sont plus agitées que dans le côté où il y a de l'eau et donc des particules moins agitées. Tout ça nous définit une structure pour ce système, d'accord, constitué d'encre et d'eau, qui se mélange progressivement, évidemment. Donc, en fait, les processus irréversibles, comme on l'a vu, faisant tendre l'état macroscopique du système vers l'uniformisation, ont tendance à faire décroître le degré de structuration d'un système. Okay. Alors, et ceci nous amène en même temps à définir ce qu'est la chaleur par rapport à l'énergie mécanique, par exemple, d'un fluide, de l'air qui vient, mettons, toucher la pale d'une éolienne, ou de l'eau qui vient faire tourner, toucher l'hélice d'une turbine. Eh bien, dans ces fluides, il y a un mouvement d'ensemble qui possède sa propre énergie cinétique, et c'est cette énergie cinétique du mouvement d'ensemble qui vient frapper, qui se communique à l'hélice de la turbine et qui la fait tourner, et qui lui communique alors aussi du mouvement, d'accord ? Par contre, si on regarde microscopiquement dans cette eau qui arrive sur la turbine, on regarde microscopiquement, on va constater que dans cette eau, les molécules sont agitées, elles ont en même temps un mouvement d'ensemble, mais en plus de ce mouvement d'ensemble, elles
elles se cognent les unes les autres, elles entrent en collision, et donc elles ont, en plus du mouvement d'ensemble, un mouvement aléatoire qui existe, qui se superpose au mouvement d'ensemble du fluide. Et la chaleur est en fait l'énergie cinétique de ce mouvement aléatoire. Donc, en fait, par exemple, pour expliquer pourquoi la température du bloc supérieur a baissé et la température du bloc inférieur a augmenté, en fait, la raison, c'est que les particules du bloc supérieur étant beaucoup plus agitées que les particules du bloc inférieur, vont entrer en entrant en collision avec les molécules du bloc inférieur, vont leur transmettre une partie de leur énergie d'agitation. Et de cette manière, l'agitation va devenir uniforme à travers du haut en bas, ici, et comme il y a eu un transfert d'énergie par collision successive, eh bien c'est ce transfert d'énergie désordonné fait par des collisions entre particules qui s'appelle le flux de chaleur qui est passé d'ici vers ici. Alors, donc, résumons, l'évolution irréversible vers un état macroscopique uniforme correspond à une perte de structure de cet état et correspond aussi, puisqu'on a vu que dès qu'il y a un flux de chaleur, il y a une augmentation de l'entropie, correspond à une augmentation de l'entropie. D'où on en arrive à la conclusion que l'entropie est une mesure du désordre ou du degré de déstructuration, si vous voulez, du corps, d'un corps, et en même temps, elle est l'inverse, c'est-à-dire moins, la mesure de l'information qu'on a sur l'état microscopique de ce corps. C'est-à-dire, en fait, plus un système est structuré macroscopiquement, moins il y a de configuration microscopique des molécules qui vont donner cet état-là. Hein, donc, si par exemple un état est complètement macroscopiquement uniforme, vous pouvez permuter autant de particules que vous voulez les unes avec les autres, hein, en les permutant en place et en échangeant leur vitesse, ça ne va rien changer, et vous pouvez faire un nombre énorme de permutations comme ça. Tous ces états microscopiques que vous obtenez permutation après permutation redonnent le même état macroscopique. D'accord? Donc, pour un état pas structuré ou peu structuré, il y a beaucoup de configurations microscopiques qui redonnent le même état, du point de vue macroscopique, macroscopiquement. Mais plus un état est structuré, moins c'est possible. Par exemple, si vous avez des molécules d'encre d'un côté et des molécules de l'autre, vous ne pouvez pas permuter les molécules d'encre avec les molécules d'eau. Ça ne va pas redonner le même état macroscopique. Vous pouvez permuter que les molécules d'encre entre elles et que les molécules d'eau entre elles. Et ça fait beaucoup moins d'états microscopiques qui vont redonner le même état macroscopique. Ce qui n'est pas le cas quand l'eau et l'encre sont complètement mélangées. Là, vous pouvez tout permuter, peu importe que ça soit de l'encre ou de l'eau, ça redonnera toujours le même état mélangé complètement. Donc, en fait, on en arrive à une définition microscopique de l'entropie d'un état macroscopique. C'est Boltzmann, en 1877, qui l'a trouvé. C'est qu'en fait, l'entropie est une fonction croissante du nombre de configurations microscopiques qui donnent le même état macroscopique. Et on a pris comme fonction le logarithme de ce nombre pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas entrer ici. Mais ça confère à l'entropie une propriété additive. C'est-à-dire que si on additionne, on colle deux systèmes l'un contre l'autre, ça forme un nouveau système dont l'entropie sera la somme
de l'entropie de l'un plus l'entropie de l'autre grâce au fait qu'on a pris le logarithme, c'est tout. Et K est une constante, qui est la constante de Boltzmann qu'on retrouve partout, qui a la valeur qui est donnée ici, en joule par degré Kelvin, donc par unité de température absolue. Et en fait, ce qui est remarquable, c'est que Shannon, un mathématicien du XXe siècle, en 1948, a défini une notion d'information. Information d'un texte, information d'un message, etc. Et en fait, cette définition-là est exactement la même que celle de l'entropie. Au fond, si vous voulez, l'entropie nous donne une information sur le degré de déstructuration d'un système. Et l'entropie de Shannon, la quantité d'information qui elle est mesurée en bits, parce qu'elle n'est pas multipliée par cette constante qui possède des unités, et celle qu'on utilise en informatique. Alors, donc on a deux formules pour l'entropie. On a une formule qui dit que l'entropie, c'est le logarithme essentiellement du nombre de configurations microscopiques qui donnent le même état macroscopique d'un corps. Et une deuxième formule qui dit que cette entropie, c'est la chaleur dissipée, divisée par la température absolue à laquelle se passe ce processus. Donc on en tire comme conclusion que si un système possède un mécanisme pour dissiper de la chaleur vers l'extérieur, il va pouvoir se structurer. On pourrait croire que la deuxième loi de la thermodynamique, normalement, nous dit que toutes les structures ont tendance à disparaître puisque l'entropie ne fait qu'augmenter. Et l'univers pourrait être un système isolé, par exemple, et alors on pourrait donc en déduire que toutes les structures qui existent dans l'univers devraient disparaître. Mais en réalité, si on considère un sous-système qui, lui, n'est pas isolé, qui peut échanger de la chaleur, par exemple, il peut changer éventuellement aussi de la matière, mais rien que de la chaleur avec le monde extérieur, d'accord? Eh bien, si ce système possède un mécanisme pour systématiquement rejeter de la chaleur vers l'extérieur, ce système aura la possibilité de se structurer. Ça ne veut pas dire qu'il va nécessairement se structurer, ça dépend de sa constitution plus précise, mais il peut se structurer. Il y a deux types de structures dans la nature. Il y a les structures d'équilibre, qui sont, qui correspondent à un maximum d'entropie que peut avoir le corps, étant donné les conditions qui règnent de température, de pression, etc. Donc, par exemple, nous avons comme structure d'équilibre la structure solide. Imaginez par exemple du fer. Le fer peut être dans un état solide, peut être dans un état liquide s'il est chauffé, suffisamment chauffé par exemple, et s'il est encore plus chauffé, peut être dans un état gazeux. Une vapeur de fer, d'atomes de fer. Chacun de ces trois systèmes-là, si on les imagine complètement isolés du monde extérieur, vont se maintenir tels quels. Ça veut dire quoi? Ils ne vont pas se dégrader, ils vont rester un corps solide mis dans un thermos qui l'isole complètement du monde extérieur, va rester ce corps solide. Ça veut dire en fait que ce solide est à l'état d'équilibre. Il est à l'état d'entropie maximum qu'on peut avoir, étant donné les conditions dans lesquelles il se trouve. De même pour un liquide que vous enfermez et que vous empêchez de communiquer avec le monde, eh bien, va rester liquide, donc, et son entropie ne va pas évoluer. Même chose pour un gaz. En fait, ce sont des structures qui ne nécessitent aucun apport d'énergie, aucune extraction d'énergie, d'accord? Elles existent même pour un système complètement isolé. Et évidemment, l'entropie d'un solide est inférieure, puisque le solide est plus ordonné, comme vous pouvez le voir, les atomes sont mis dans un ordre plus ordonné que les atomes d'un liquide ou d'un gaz.
l'entropie de la substance fer, mettons, à l'état solide est inférieure à l'entropie du fer à l'état liquide, et qui lui-même est inférieur à l'entropie du fer à l'état gazeux. Donc, pas besoin d'échange d'énergie. Par contre, il existe d'autres structures qui sont des structures qui n'existent que quand le système est hors d'équilibre. Ces structures-là nécessitent un flux permanent d'énergie ou de matière, ou les deux, qui va les maintenir dans leur état structuré. En général, ces structures, en plus de ce flux d'énergie, rejettent de la chaleur à l'extérieur. Elles dissipent de l'énergie vers l'extérieur. C'est pour ça qu'en dissipant de l'énergie vers l'extérieur, comme on a vu au transparent précédent, elles peuvent se structurer. Et donc diminuer leur entropie par rapport à l'entropie du monde extérieur. Mais si on fait le total de l'entropie de ces structures, plus l'entropie du monde extérieur, de tout le monde extérieur, tout l'univers extérieur, le tout augmente. D'accord? Mais l'entropie du petit système macroscopique que nous considérons, elle peut diminuer, même si la somme des deux augmente. Ça, c'est ce que Prigogine, qui a découvert, je dirais, un des premiers, en 1969, ce type de structure, qu'il a appelé structure dissipative, et le phénomène qu'on observe s'appelle un phénomène d'autostructuration. Alors, voilà un exemple de phénomène d'autostructuration. Vous mettez de l'huile dans un poêlon que vous chauffez par en dessous, et si le gradient de température est suffisamment grand, si le flux de chaleur est suffisamment grand, vous allez observer l'apparition de cellules de ce type-là, où les parties les plus rouges et jaunes sont des parties plus chaudes, et le bleu représente la partie de l'huile à température plus basse, et vous voyez qu'il y a une structure qui apparaît, presque aussi régulière que celle d'un solide, ici, mais là, il s'agit d'atomes. Là, chacune de ces tâches, ici, est constituée, non pas d'un atome, mais de milliards d'atomes. Okay? Donc, c'est une autre échelle. Évidemment, si le flux, je reviens ici, si on baisse le flux de chaleur en diminuant l'arrivée de gaz, mettons, en dessous, eh bien, on va constater que cette structure disparaît brusquement. En dessous d'un certain seuil, elle n'existe pas. Donc, ça, c'est une caractéristique de ces structures dissipatives ou structures hors d'équilibre, c'est qu'il faut que le flux d'énergie qui leur arrive, ou le flux de matière, ou les deux, dépasse un certain seuil pour qu'elles apparaissent. En dessous de ce seuil, spontanément, elles disparaissent. Alors, donc, voilà quelques exemples. Ici, on a d'autres cellules du même style que les cellules de l'huile chauffée par en dessous. On appelle ça les cellules de Bénard ou de Rayleigh-Bénard. Ici, un tourbillon dans l'atmosphère, qui est un système alimenté par de l'énergie et de la matière. Okay. Là, il s'agit d'une série de tourbillons qu'on peut faire dans de l'eau dans laquelle on a mis des paillettes argentées pour pouvoir visualiser ce qui se passe, et on passe, mettons, un crayon dans l'huile assez rapidement, et vous allez voir que le fait de faire passer ce crayon fait apparaître des tourbillons, une traînée de tourbillons derrière donc, le passage du crayon. Ici, on a une cellule vivante qui est un système autostructuré dans lequel des flux d'énergie et de matière sont nécessaires pour maintenir cette cellule vivante. En dessous d'un certain seuil de flux d'énergie et de flux de matière, ben la cellule meurt et elle va tendre vers l'équilibre, c'est-à-dire que sa structure va disparaître, elle va se décomposer, et en se décomposant, elle perd toute structure,
Même chose pour un être vivant plus élaboré comme ce chat. Même chose pour des cités. Les cités sont des systèmes ouverts dans lesquels il y a des flux d'énergie qui rentrent et qui sortent, des flux de matière qui rentrent et qui sortent, et qui, si on coupe ces flux, ou on les diminue trop, ben, les gens finissent par quitter ou mourir, et les bâtiments s'écroulent et toute la structure disparaît. Donc, on voit que ces structures de non-équilibre qui dissipent de l'énergie dans le milieu extérieur recouvrent énormément, et en particulier tous les organismes vivants. Et les organismes sociaux que l'homme a pu créer, ou que des fourmis, des insectes sociaux peuvent créer aussi. Alors, maintenant je vais, dans les quelques derniers transparents, j'en ai plus pour longtemps, je vais parler de résultats qui relient tout ceci à la cosmologie. Et en particulier, je dirais depuis 5-6 ans, un principe que certains appellent pompeusement troisième principe de la thermodynamique est décrit dans des articles qui représentent la chose suivante. C'est que en fait, les structures de non-équilibre qui apparaissent correspondent à un maximum de la production d'entropie, ou si vous voulez, un maximum, ce sont des organisations d'un corps, hein, une structure hors d'équilibre est une forme d'organisation d'un corps, c'est une forme d'organisation qui n'existe que quand la dissipation d'énergie que ce corps produit vers l'extérieur est maximum. Et en fait, on a montré sur beaucoup d'exemples que ce principe de maximum de dissipation ou maximum de production d'entropie apparaît dans énormément de systèmes. Je vais tout de suite montrer un graphique qui a été fait par un astrophysicien il n'y a pas très longtemps qui montre ça. Le seul problème, c'était que ce principe n'avait aucune démonstration, et donc il était entièrement empirique, basé sur des données empiriques. Maintenant, en fait, un physicien anglais, Jeremy England, non, je crois qu'il est américain d'ailleurs, contrairement à ce il est américain, enfin, il travaille aux États-Unis, vient de démontrer, en fait, en utilisant un résultat de Crookes, ici, donc voici les références, et ici il y a un site qui explique extrêmement bien le travail de Jeremy England et ses applications en ce qui concerne les systèmes vivants. Ces deux physiciens ont montré le résultat suivant. C'est que pour un système macroscopique qui évolue suivant une évolution irréversible, un processus irréversible, on a que la probabilité que cette évolution, dans le sens direct du temps se fasse, divisée par la probabilité que l'évolution inverse dans le temps se fasse, est égale à l'exponentielle de la chaleur dissipée par le système pendant tout le processus direct, divisé par essentiellement la constante de Boltzmann et la température à laquelle ça se passe. En fait, ces systèmes sont couplés à un grand réservoir. Ce système est couplé à un très grand réservoir dans lequel
le système qui nous intéresse peut envoyer de la chaleur ou en recevoir, et même éventuellement échanger de la matière. Et ce résultat permet de montrer que si un processus quelconque fait écarter un corps qui est en contact avec un grand réservoir, fait écarter ce corps de l'équilibre, donc le met dans une situation de non-équilibre. Par exemple, le fait qu'il s'autostructure, ou même le fait qu'il se duplique, comme par exemple la division d'une cellule en 2 cellules. Ça, c'est un processus aussi possible. D'accord ? Eh bien, la probabilité de l'évolution directe de ce processus, dans la direction directe du temps, est supérieure à la probabilité de l'évolution inverse, du phénomène inverse, dans le temps, par ce facteur exponentiel. Et on voit que ce facteur exponentiel peut grandir très vite, puisque c'est une exponentielle. Donc, et donc, ceci vient en fait compléter une faiblesse du travail que Prigogine avait fait, et tous les collaborateurs qui ont travaillé avec Prigogine. C'était que, en fait, Prigogine, qui est le premier à avoir eu l'idée de structures de non-équilibre, hein, qui ne sont pas des structures comme solide, liquide, gaz, qui sont des structures d'équilibre, en fait, il est arrivé à démontrer un théorème exact qui montre que dans les processus qui se passent dans un corps hors d'équilibre, on a ce qu'on appelle une production d'entropie minimum, c'est-à-dire une dissipation minimum vers l'extérieur. Mais en fait, ce résultat-là s'est avéré être assez incompatible avec ce qu'on observe pour les êtres vivants, pour de nombreux phénomènes, non vivants, comme par exemple la formation d'un cyclone ou d'un tourbillon, etc. En fait, quand on calcule la production d'entropie, ou si vous voulez, la dissipation d'énergie pour ce type de phénomène, on constate qu'au contraire, elle est très très grande. Elle n'est pas un minimum. Elle se rapproche d'un maximum. Et donc, en fait, le résultat de Prigogine n'est vrai que pour les systèmes qui sont hors d'équilibre, mais très proches de l'équilibre. Et là, un certain nombre d'approximations peuvent être faites, ce que Prigogine a fait, et qui lui ont valu le prix Nobel, hein, c'est pas une petite chose, et qui permettent de montrer ce phénomène-là, mais dans des situations où le corps est proche de l'équilibre. Mais ce n'est pas le cas des êtres vivants. Les êtres vivants où un cyclone, par exemple, dans l'atmosphère, sont des corps qui sont dans des états très très loin de l'équilibre. Mais ces corps sont toujours en contact avec des grands réservoirs, hein, par exemple l'air dans lequel nous sommes, l'atmosphère, un énorme réservoir, où pour des animaux vivant dans la mer, c'est l'océan. Donc ce sont d'énormes réservoirs avec lesquels ils sont en contact. Ce réservoir est à l'équilibre, lui, en général, ou proche de l'équilibre, mais un poisson qui vit dans l'océan est lui-même, le poisson, une structure très très loin de l'équilibre, qui fait des échanges avec l'eau de l'océan autour de lui. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le résultat précédent, le résultat précédent, ici, ce résultat-ci, vient conforter l'idée que plus la chaleur dissipée est grande, plus la probabilité de l'évolution directe, irréversible, par exemple, d'une cellule qui se duplique, va être grande par rapport à l'évolution inverse, où 2 cellules dupliquées se regroupent pour former la cellule mère, qu'on ne voit jamais, phénomène qu'on ne voit jamais.
D'accord? Ça l'explique. Et on peut mesurer la chaleur dissipée en laboratoire, dans des laboratoires de biologie. Ça a été fait, et ça confirme tout à fait cette formule-là. C'est un résultat qui date de 2013. J'ai pas mis le bon article ici, mais bon, ça c'est un article de revue qui reprend un résultat de 2013. Maintenant, l'astrophysicien américain Eric Chesson s'est amusé à faire un graphique de l'énergie dissipée par les différentes structures qui sont apparues dans l'univers au cours du temps. En fait, c'est un graphique que j'ai trouvé dans un livre de François Rodier, très très intéressant, qui s'appelle Thermodynamique de l'évolution, et qui parle de tous ces... mais qui n'est pas au courant du résultat précédent. Le livre est un peu plus ancien que le résultat précédent. Et donc on voit qu'ici on met l'énergie dissipée par les structures qui sont apparues dans l'univers par unité de masse. Par unité de masse. Alors vous voyez que par exemple une galaxie ici qui apparaît à partir de entre 10 puissance 7 et 10 puissance 8 années, dans l'âge de l'univers, en fait, dissipe très peu d'énergie. Pour voir la dissipation d'énergie, il faut revenir sur cet axe-là, et on voit que c'est pas grand-chose. Par contre, une étoile dissipe déjà plus. Les étoiles sont apparues après. Les planètes, ici, sont apparues après les étoiles, enfin, peu après, et dissipent nettement plus. Les plantes dissipent beaucoup plus par kilogramme de plantes, c'est par kilogramme de plantes. Les animaux dissipent encore plus. L'homme, avec son cerveau qui dissipe énormément d'énergie, est l'animal qui dissipe le plus. Et les sociétés humaines, par kilogramme de société humaine, dissipent encore plus. D'accord? Donc on voit ici que il est apparu dans l'univers des structures qui dissipent de plus en plus efficacement l'énergie. Et ça, je pense que ce graphique, il a été analysé par de nombreuses personnes, et personne n'a eu à redire. Donc, ça semble assez correct. Donc, voilà, ça c'est un résumé de ce que je viens de dire. Donc maintenant, on voit que depuis le Big Bang, l'univers s'auto-organise pour maintenir son taux de dissipation, ou pour maximiser son taux de dissipation. Alors, il y a une question qui apparaît. C'est, l'univers est-il un système isolé? S'il est un système isolé, son entropie totale devrait augmenter. Où est-il ouvert? Il peut échanger éventuellement de la matière avec autre chose, ou de l'énergie. Alors, il y a deux réponses. Il y a une réponse que donne François Rodier dans le livre que je viens de mentionner, c'est que lui se cantonne à dire il y a un univers observable et il y a le reste. L'univers observable est ouvert. Pourquoi? Parce que, en fait, l'univers observable, c'est quoi? C'est l'ensemble des structures, style étoiles ou autres, qui émettent de la lumière ou des ondes gravitationnelles. Maintenant, on est capable de les détecter. Et qui nous arrivent. D'accord? Donc l'univers, c'est différent de l'univers que nous observons actuellement. L'univers que nous observons actuellement, il est limité par la puissance de nos appareils. Mais il y a certainement des astres duquel nous arrive très peu de lumière ou d'ondes gravitationnelles que nous ne sommes pas capables de détecter, mais dont nous recevons la lumière ou les ondes gravitationnelles. Ceux-là font partie de l'univers observable. Or,
si l'univers est en expansion. La loi de Hubble dit que la vitesse de séparation de deux corps dans l'univers augmente avec la distance entre ces deux corps. Donc, à un moment donné, cette vitesse va dépasser la vitesse de la lumière. En fait, ça peut dépasser la vitesse de la lumière, c'est pas en contradiction du tout avec la relativité d'Einstein qui dit qu'aucun corps matériel ne peut dépasser la vitesse. Mais ici, il ne s'agit pas de corps matériel, c'est l'espace. C'est les points c'est la distance entre les points dans l'espace, comme l'espace se dilate, qui se séparent. Et les corps qui sont en ces points-là, évidemment, se séparent aussi. Mais ce n'est pas le corps matériel, c'est l'espace qui se sépare, donc la vitesse peut dépasser, la vitesse de séparation peut dépasser la vitesse de la lumière. Mais en plus de ça, donc si ce phénomène se faisait sans accélération, alors on pourrait dire que l'univers observable reste constant, mais comme il y a une accélération de cette vitesse de séparation, il est clair qu'il y a des étoiles que nous observons maintenant, qui à un moment donné auront atteint une distance telle et de manière accélérée par rapport à nous, qui vont disparaître de notre univers observable. Et donc, notre univers observable n'est pas isolé. Il émet continuellement des étoiles, des galaxies qui sortent de ce système observable. Ça, c'est l'opinion de François Rodier. J'en ai une autre. Malheureusement, je n'ai pas... Elle m'est venue après avoir fait les transparents, qui est ceci. En entendant Edgar parler, je me suis dit que la matière qui s'auto-organise, que nous observons, c'est la matière ordinaire. C'est-à-dire la matière que nous pouvons voir et donc par des radiotélescopes ou des télescopes. Mais cette matière ordinaire, logiquement, pour expliquer l'accélération de l'expansion, devrait baigner dans un champ qui correspond à ce qu'on appelle l'énergie noire. Okay. Et donc ce champ pourrait très bien jouer le rôle de réservoir dans lequel la matière dissipe son énergie. Ou ce champ d'énergie noire, ou bien même le champ de matière sombre. Il y a tout un ensemble de matières, de champs quantiques qui semblent exister puisque la masse de ce que nous observons est largement inférieure pour expliquer la structure des galaxies, etc. Qui semblent exister aussi pour expliquer l'accélération de l'inflation, de l'expansion. Donc tous ces champs doivent correspondre à de la matière, enfin à des champs quantiques. Et ces champs quantiques pourraient très bien être le réservoir dont on a besoin pour le théorème pour le théorème qui est ici. Ceci ne fait que pour un système en contact avec un réservoir. Donc, il se pourrait bien que, en fait, la matière ordinaire, celle qui s'organise en galaxies, en amas de galaxies, étoiles, planètes, etc., simplement, soit dissipe son énergie, ces structures dissipent leur énergie dans ces champs que nous ne connaissons pas, mais dont l'existence semble presque obligatoire. Voilà, je termine ici en posant la question. Voilà. Dieu est un fumeur de Havane.